toutes et à tous, bienvenue pour ce 39e épisode de la 7e saison de Cold Facts. On va forcément revenir sur l'issue de la demi-finale 100% romande entre Lausanne et Fribourg. Lausanne s'est imposée 5-1. Lausanne est en finale. Lausanne va jouer contre Zurich. On va forcément se projeter et parler de ce duel de Lyon, remake de la saison précédente. On va parler de Lausanne en début de podcast et puis après on va parler de Fribourg, faire une sorte de bilan de la saison fribourgeoise et se projeter aussi avec les futurs transferts et l'arrivée de Roger Rönnberg. Tout ça pour cet épisode 39. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va? Ça va bien et toi? Bon début de semaine. Mais à toi aussi. De nouveau une semaine à 3 épisodes. C'est les semaines anglaises de Colfax, j'imagine. C'est 3 épisodes par semaine en continu. On a un roman final. Qui l'eût cru? Ça fait un moment qu'on l'imaginait quand même un peu, mais on a un roman final. Lausanne qualifié pour la finale. J'ai l'impression qu'on le voyait un peu venir. Après, un match 7, il faut le jouer. Un match 7, il faut le gagner. Lausanne a été solide. Fribourg a fait ce qu'il a pu, mais difficile quand même d'imaginer une autre issue que cette victoire lausannoise lors du match 7, non? Ouais, c'était on disait, on aime bien quand même les statistiques dans le sens, simplement, ça nous rappelle l'histoire. Et c'était le 50e match 7 en play-off. Les premiers, c'était 40 victoires à domicile sur 49. Maintenant, on est à 41 victoires sur 50. On est un tout petit peu plus haut que 80%. C'est un peu la même chose en NHL. Enfin, c'est quelque chose qui est... Tu le disais aussi, si on lance une pièce 100 fois, 80 fois, elle va tomber du côté X ou pile et 20 fois du côté Y. Ça veut dire qu'il y a quand même 20% de chance. C'était quand même très difficile d'imaginer Fribourg être capable de gagner 2 fois un match 7 à l'extérieur, ce qui n'avait jamais été fait, en tout cas en National League. Quelqu'un nous a écrit que Ajoie l'avait en Swiss League avait gagné plusieurs fois des matchs des matchs 7, mais je sais pas si c'était à domicile, extérieur. Enfin, ça a quand même un tout petit peu de différence. Hein. Ouais, absolument. Mais j'ai trouvé que c'était un match où il y avait quand même de la tension même. Alors, évidemment, à 3-0, c'était un tout petit peu plus simple pour Lausanne, mais on a quand même vu un visage d'un Fribourg qui s'est battu jusqu'au bout. Et Lausanne a marqué très tôt. Ça, c'était quand même C'était un point clé. Ouais. Premier powerplay, premier goal. Et désolé pour Sandro Schmidt, cette bête faute que tu ne dois pas faire à ce moment-là, bien évidemment, mais tu lances quand même clairement l'équipe qui a pas besoin de ça, qui est déjà à domicile, donc qui a le petit truc en plus. Et là, tout de suite, 1-0 après 2 minutes 30, ça t'enlève un tout petit peu de pression. Tu te dis, on peut quand même ramasser un but. Au moins, on part en prolongation. Je ne sais pas s'ils réfléchissent comme ça, mais... Et t'as ce 2-0 qui vient après une pression fribourgeoise, après un temps fort fribourgeois. Là, ça semblait déjà plus difficile, le 3-0, etc. Mais Lausanne a su être, est-ce qu'on peut dire, létal, ou en tout cas être opportuniste, comme Fribourg avait su l'être déjà dans la série contre Berne et un petit peu plus tôt dans la série contre Lausanne. Exactement, moi j'ai l'impression qu'à 3-1, t'avais l'impression, et j'en ai parlé déjà je crois dans cet épisode, qu'une corde avait été tendue et elle était en train de casser du côté de Fribourg et il fallait que tout se passe dans un monde idéal, on va dire, pour que Fribourg s'impose dans ce match numéro 7. Et dans un monde idéal, tu prends pas un but après 3 minutes et moins de 3 minutes en box-play. Ce qui est arrivé, le box-play lausannois, on avait dit, hein, il était bon ces derniers temps, il était efficace. Le powerplay, tu disais le box-play. Le powerplay, pardon. Lausannois était efficace. Ça s'est de nouveau manifesté dès la première occasion. Et forcément, dans un plan de match, Leuenberger n'avait pas ça dans son imaginaire. Et il se disait, plus on va tenir longtemps défensivement en étant solide, en ne prenant pas de risques trop inconsidérés à la relance. Mais voilà, t'as vite ça. Et après, Lausanne a quand même, depuis, il n'y a pas que ce but-là, parce que Fribourg aurait pu égaliser derrière, même s'il y a eu très peu d'occasions durant tout le premier tiers. Sur le deuxième tiers, Fribourg était un petit peu meilleur. Et il y a eu ce but de Suomela au moment où Fribourg est en train, pas de passer devant, parce qu'il y a toujours 1-0 pour Lausanne à ce moment-là, mais t'as une très grosse occasion de Lilia. Et juste après,
3, 4, 5, 6 secondes après, on va dire, t'as le départ de Suomela tout seul face à Reto Berra. Bim, 2-0. Match 7 à l'extérieur, 2-0 à la 30e. Ça devient quand même, si ce n'est impossible, sacrément compliqué. Et d'ailleurs, Fribourg s'est pas relevé de ce 2-0 là. Après, voilà, les what if qu'on peut faire après chaque match. Et si Lilia marque ce 2-0, ce 1-1 là avant le 2-0, qu'est-ce qui se passe? Et l'autre petit moment aussi, c'est à 2-0, t'as de nouveau une poussée fribourgeoise. Veil a une occasion, il est sur son backhand, sauf erreur devant la cage de Pache. Et là aussi, il peut marquer, mais c'est le 2-1. Il y a de nouveau toujours un but d'écart. Mais fin de deuxième tiers, tu mets le 2-1, tu sais jamais ce qui peut se passer. Derrière 3-0, Oksanen, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Et encore, quand même, quand il y a cette poussée au début du troisième tiers avec ce but un petit peu bizarre d'Ether, je trouve d'ailleurs assez significatif. Il y a eu Dort qui a marqué, il y a Ether qui a marqué. Alors, on l'a thématisé à plusieurs reprises et je ne veux pas dire qu'il faut rendre à César ou à rendre à Greg ce qui lui appartient, mais tu as quand même tout de suite thématisé le manque de réussite ou le manque de puissance ou d'impact d'un Christophe Berchi. Typiquement, c'est génial que ce soit Kevin Ether qui marque, c'est génial que ce soit Jan Dort qui marque. Ça fait des jolies histoires, surtout Jan Dort lors du match gagné et qui permettait de mener 3-1, qui permettait à Fribourg de mener 3-1. Mais là, tu attends quand même un peu plus de, si ce n'est Sørensen, de Christophe Berchi, plus que de Julien Sprunger aussi, qui à son âge a fait le maximum dans ce truc. T'attends un petit peu plus de Berchi. Et de l'autre côté, effectivement, Ria, Oksanen, Suomela, les 3 premiers buts du Lausanne Hockey Club, c'est la première ligne. On discutait en fin de match, après le match, quels étaient les problèmes lausannois, et je fais les guillemets avec les doigts. C'était le powerplay. Au début de cette série, on va dire début des playoffs et lors de cette série contre Fribourg, le powerplay, un gardien un peu so-so, et puis la première ligne qui ne trouve pas de solution. Et sur ce match, un premier powerplay, but, et c'était déjà le cas lors des 2 matchs précédents, où il y avait peu d'occasions, mais ils avaient réussi à concrétiser. Un Kevin Pache qui a été très très bon, et il n'a pas été que très bon sur ce dernier match-là, il était bon avant. Et puis une première ligne, effectivement, forcément qu'on a tous vu Suomela, parce qu'avec son casque jaune et ses 4 points sur les 4 premiers buts, il était omniprésent, mais les 2 autres étaient là à côté. Et ça me fait sourire quand même quand on disait à la fin de la série contre Langnau à Damien Ria, cette première ligne, puis était là, je suis pas d'accord avec vous. Et c'est très bien, ils nous remettaient un peu en place, les journalistes, et il faut. Mais quand même, le rendement de cette première ligne, à un moment, quand il y a 3-1 pour Fribourg, que tu attends que quelqu'un se lève, est-ce que ça va être Dominique Cahoun et sa ligne? Est-ce que ça va être la première ligne? Est-ce que ça va être Jäger? Est-ce que ça va être... Peu importe. On attendait cette première ligne, elle a répondu, elle est montée en puissance durant la série, et c'est en partie elle qui fait gagner cette série à Lausanne. Ouais, je suis d'accord. Et après, quand tu dis il n'était pas d'accord avec nous, a raison, il croit en lui, il croit en son équipe. Complètement. Mais Jeff Ward l'avait quand même séparé, cette ligne. À un moment, il prend cette décision. Donc, comme on l'a dit lors du dernier match, lors du dernier épisode, match aussi du coup, c'est qu'à un moment, il y avait quand même pas que nous qui le voyions. Maintenant, il l'a remis. C'est peut-être aussi été un petit pied aux fesses. Hein. Exactement. Donc Salan, il dit après le match 6, sauf erreur, que c'était aussi un mot. Il s'est aussi dit, peut-être qu'il faut que je mette un peu les bouchées doubles. Et donc, c'était peut-être un message passé par Jeff Ward à ce moment-là en disant, on peut ne pas avoir besoin de toi. Si c'est pour jouer comme ça, on a d'autres solutions. Et il met un autre, et ça a peut-être allumé le feu sous les fesses d'Oksanen, et par ricochet peut-être de Suomela Ria. Suomela, au passage, qui racontait après le match qu'il était malade au matin du match et qu'il a failli pas jouer, il l'a pas dit. Non. Il a dit qu'il était fiévreux le matin, et qu'il était déjà content d'être sur la glace le soir. Alors, bravo à Bluewin, ou à Blue, je sais pas comment on peut dire, qui reprend nos textes aussi, c'est de manière quasi automatique. Parce qu'ils sont abonnés, comme Blick est abonné, mais des fois Blick avec entre Mathias et toi, vous avez beaucoup de papier, donc c'est clair qu'un papier que je fais va peut-être être redondant, donc ça ne sert à rien de refaire la même chose.
ils ont titré, Suomela a connu son flu game, et je me suis dit, alors il faut avoir la référence. Ah oui, il faut avoir sa référence, là. Et ça date d'il y a, on repart dans les années 90, c'est le match de Michael Jordan, le match 5 de la finale contre Utah en 98, où il avait bouffé un truc qui lui avait pas convenu, il était fiévreux, il avait vomi, il était pas bien, et puis il a scoré, je sais plus si c'était 45 points, mais c'était en tout cas un Michael Jordan de gala qui avait permis, et il y a cette image à Chicago de battre Utah, et après de finalement l'emporter 4-2 et de gagner un 6e titre. Mais il y a cette image avec Scottie Pippen où qu'il le porte à peu près à bout de bras à la fin du match, où il sort et il a l'air exténué. Je me disais, alors c'est peut-être exagéré de penser que Suomela était à ce niveau-là, on va dire, de... Le fameux toute proportion gardée. Oui, exactement. Pour ce match 7, avant qu'on fasse un petit bilan de Fribourg-Gotteron quand même, Lars Leuenberger avait tenté quelque chose. Je pense qu'il s'est dit que la définition de la folie, c'était de faire tout le temps la même chose et espérer un résultat différent. Lilia en première ligne avec Sørensen et Schmidt, V qui revient en ligne numéro 2 avec Berchi et Nicolet. La 3 bougeait pas, c'était la seule qui donnait satisfaction ou presque. Et Ljunggren qui revenait en 4e ligne. Je dois dire que j'aimais bien l'idée. Je pense que ça a le mérite il a eu le mérite d'avoir essayé quelque chose. S'il avait rien changé, on aurait aussi dit ouais, mais en même temps il va de nouveau aller avec la même équipe ou qui ne crée rien offensivement. En faisant ça, il s'est dit bon j'ai peut-être 2 lignes avec un peu de chance. Berchi va peut-être se réveiller. Nicolas, c'est quelqu'un qui peut amener de l'intensité, de l'énergie sur une 2e ligne. Pourquoi pas? Mais quand on est à te dire est-ce que la solution vient de mettre Nicolas en 2e ligne, ça prouve quand même que ton équipe elle est limitée à un certain moment. Et on est obligé d'en parler. On peut pas parler de la fin de saison de Fribourg-Gotteron sans se dire bah ouais, mais s'ils ont Wallmark et Delarose et Streulet dans une moindre mesure, c'est forcément différent. Maintenant, d'avoir une profondeur de banc, ça fait aussi partie de la construction d'une équipe, et ça on en parlera peut-être juste après. On peut, parce qu'on a eu une discussion avec Hubert Weber qui était très intéressante, donc... Et du coup on va enchaîner juste là-dessus, mais voilà, donc parce que Lausanne avait aussi manqué également Boson, manqué Raffel, manqué Edner, donc il y avait des blessés des deux côtés, mais d'un côté il y a quand même plus de profondeur pour peut-être encaisser ce genre de blessures, et donc Lausanne est en finale. On va se projeter sur la finale dans un 3e temps. Avant cela, on va dire au revoir à Fribourg-Gotteron, c'est ça ? Donc voilà, comme je viens de dire, Fribourg-Gotteron éliminé en demi-finale à un match de la finale. Si on nous avait dit ça mi-décembre, on aurait rigolé. Si on nous avait dit ça mi-janvier, on aurait rigolé encore. Mi-février, on nous serait dit ouais, vous êtes un peu optimistes les gars. Puis petit à petit, c'est devenu sérieux cette saison fribourgeoise après un début chaotique, une décision qu'on n'a pas comprise ici de mettre Patémon à la bande. Encore une fois, on va pas refaire toute l'histoire du B, Mon, Leuenberger. Comme on l'a toujours dit, et comme moi en tout cas j'ai toujours dit, la destination finale, je la comprenais. Le constat de base, je le comprenais. Le chemin qui mène du constat de base à la destination finale, je pense que j'ai pas compris par où on est passé. Il y a eu un détour un petit peu compliqué qui a été pris. Le chemin de traverse. Ouais, vraiment. Mais voilà. Il y a eu des erreurs qui ont été commises. Je reste convaincu que Gerd Senezern a fait une grave erreur à ce moment-là. Et il l'a... En changeant son fusil d'épaule le 23 décembre, il l'a admis, ou le 22 décembre, il l'a bien admis que c'était une erreur, que ça ne fonctionnait pas et qu'il fallait se rendre à l'évidence que malgré le fait qu'il referait la même chose, comme il l'a dit plusieurs fois, ça n'a pas fonctionné. Donc il a au moins eu le mérite de réagir. Je pense qu'il a réagi un peu tard. Et je pense que Fribourg, en fin de saison, on a aussi un peu payé les pots cassés collectivement de cette fin d'année, fin de saison régulière, où ils ont dû cravacher jusqu'à la 52e journée pour arracher une place dans le top 6. Et donc ça, ils l'ont fait. Chapeau à eux, mais à quel prix? Et après, il y a encore le quart de finale qui a été hyper énergivore, et pas qu'une question d'énergie, mais aussi en termes de soldats, entre guillemets. Et derrière, tu as une équipe qui est arrivée à son max, j'ai l'impression, et ils ne pouvaient pas en faire plus, vu les circonstances de la saison. Alors absolument, ça me fait penser qu'on a reçu une question qui correspond et qui colle assez bien avec la thématique qu'on aborde du changement de coach. Ça te va si on la prend maintenant? Bien sûr. Yann Bertha qui nous dit: salut à vous deux, lors d'un prochain épisode je trouverais intéressant d'avoir votre avis sur l'importance du choix du coach / staff technique dans le succès d'une équipe dans le championnat de Suisse. On parle beaucoup des étrangers, des gardiens, mais moins du coaching staff. L'exemple Gotteron démontre qu'une même équipe avec un coach différent, cela peut tout changer. Qui sont les coachs les plus cotés chez nous? Et j'aime bien cette question, effectivement, parce qu'on s'est un peu tous dit, mais
En voyant Leuenberger qui a décidé de structurer son équipe, d'avoir une base défensive, une assise défensive autour d'un gardien qui fonctionne bien, mais des fois Christian Dubé, il se basait aussi sur une excellente défense. Fribourg gagnait ses matchs aussi parce que Beran laissait passer que 1-2 buts et que finalement il n'y avait pas besoin d'aller en marquer 6 ou 7 pour gagner. Mais je trouve que c'est difficile de voir quel coach. On a vu Jeff Ward, mais on n'a pas eu ce switch en saison, vraiment à la fin. Qu'est-ce qu'on peut se dire comme exemple? On a eu Yann Cadieux qui avait repris les rênes de Patémon. Finalement, est-ce que c'est quoi? C'est Patémon qui fait que le successeur ne peut que réussir finalement en changeant drastiquement quelque chose? Bien évidemment que non, mais c'était assez drôle d'avoir un Yann Cadieux avec Genève, même s'il y avait eu, ils étaient arrivés un petit peu à la limite, hein, mais ils avaient fait quoi, 2 points par match aussi avec lui. Ils partaient très très bas, hein, oui. Mais ils avaient fait un super truc et on se disait, ouais, alors ce Genève-là est solide. On avait eu Bienne qui avait eu, après Petri Matikainen, où ça s'était pas très bien passé à la fin. Par contre, Martin Steinegger avait repris les rênes avec la même équipe en disant, écoutez, c'est moi le directeur sportif qui ai mis en place cette équipe, donc j'assume. Et il l'avait plutôt bien assumé étant donné que Bienne était arrivé à se qualifier pour les playoffs. Ça avait été compliqué. Après, il s'était fait sortir par Zurich 4-0, je crois que c'était la saison dernière. Mais il y avait aussi ça. Et finalement, peut-être que c'est un état d'esprit qui change simplement, que les joueurs se disent « Ok, maintenant, c'est pas forcément on a eu la tête du coach, mais on va rejouer simple, les bases. Il y a un discours qui passe bien, je sais pas. Moi, ce que j'ai vu aussi, c'est un Radgeb qui est excellent sous Lars Leuenberger. C'est d'autres joueurs, mais lui, je trouve qu'il personnifie Dave aussi. Souter. Dave Souter, exactement. Et à tel point que tu te dis, mais pourtant ces joueurs, ils étaient bons avant, pourquoi ils n'avaient pas ça? Et ça, il faudrait peut-être leur demander aux joueurs qu'est-ce qui change quand il y a un coach comme ça. Mais tu as un exemple, toi, d'un changement aussi radical? Radical comme celui qu'on a vu cette saison, c'est quand même assez rare dans une moindre mesure, mais ça nous concerne. Ce que fait Greg Harland du côté d'Ajoie après un Volven qui marquait 1 point toutes les pleines lunes, ça a un petit peu aidé quand même. Je me souviens de Hans Kosman avec Zurich quand il va au titre avec Zurich, ouais. Quand c'était Serge Aubin qui était le coach avant. Là aussi, finalement, après, ce qui est plus impressionnant avec Fribourg, c'est que quand tu reprends Zurich, tu reprends une sacrée machine. En fait, sans être dépréciatif envers Fribourg, je trouvais que la situation de Fribourg, qui avait un bon contingent, mais qui avait peut-être pas forcément le contingent d'un champion en puissance. Je me rappelle un peu de l'équipe de Zurich, où il y avait justement Kennins, il avait refait une première ligne qui était assez folle, qui marchait très très bien contre Lugano. Mais le contingent était un petit peu plus fort à Zurich pour aller au bout, je dirais. Ouais, Leuenberger fait le coup finalement à la Berne, où il reprend l'équipe en cours de route et il va au titre, mais là aussi, c'est pas la même chose. Honnêtement, au moment où il faudrait qu'on se replonge dans nos pensées de l'époque et nos écrits de l'époque, mais au moment où Leuenberger débarque, on se dit bon courage dans le bourbier dans lequel tu t'es mis, mais au moins on avait vu une continuité, ce sera l'assistant de Girenberg, on comprenait complètement le puzzle semblait assez cohérent, contrairement à avant où il n'y avait pas les bords et on comprenait rien. Là, on voyait où ça menait. Au final, il y a quand même eu certaines déceptions du côté de Fribourg-Gotteron, et moi, la première déception de cette équipe pour cette saison, c'est Christophe Berchi. Et malgré la demi-finale, malgré la Coupe Spengler, faut pas non plus commencer à peindre cette saison fribourgeoise en rose en disant c'est super. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Il y a le joueur qui est censé reprendre le flambeau un jour ou l'autre de Julien Sprunger en Christophe Berchi, qui fait une saison franchement pas terrible. Il a rarement été impactant. Dès qu'il a fallu vraiment hausser le niveau, il n'a plus jamais été là. Donc il y a des choses qui doivent être améliorées du côté de Fribourg. Il y aura une nouvelle voix dans le vestiaire. Donc c'est pour ça que c'est difficile de voir cette demi-finale perdue comme une finalité qu'on doit juger en tant que telle, parce que finalement il y a eu l'arrivée de Leuenberger le
22-23 décembre. Premier match le 23 décembre avant la Spengler. Et ça, c'était déjà le début de la saison suivante, j'ai l'impression. On parlait déjà à ce moment-là de mettre des choses en place pour l'arrivée de Roger Rönnberg dès la saison prochaine avec le Rönnberger assistant. On se disait, bon, au moins ils avancent. Donc moi, j'arrive pas à faire un bilan définitif de cette saison fribourgeoise. Par contre, il y a des ombres au tableau. Et l'ombre au tableau, c'est la décision initiale de mettre Patémon à la barre. C'était clairement une erreur. C'est Christophe Berchi qui a franchement pas été bon. Puis dans les ombres au tableau, mais il va quand même falloir remplacer Gunderson, Diaz et Dave Sutter derrière, qui ont été, je pense, parmi les meilleurs défenseurs de Fribourg-Gotteron sur ces playoffs. À aucun moment je dis qu'il fallait garder Diaz parce qu'à son âge je comprenais la décision. Au moment où Dave Sutter signe à Genève, personne se plaint qu'il parte. Complètement. Donc voilà. Gunderson, il arrive à 40 ans. Ben voilà, si t'as un peu de chance, il dit je refais une comme 7e. Je lui ai posé la question après l'élimination, il m'a dit non, j'en suis arrivé, j'ai pris ma décision, je suis au clair avec moi-même et je préfère arrêter maintenant où j'ai joué tous les matchs sauf un où on m'a envoyé en tribune comme surnuméraire, il est toujours franc-fou avec ça et je préfère en rester là et je pense que c'est une belle fin et je le comprends complètement. Pour les remplacer, c'est clair qu'avec Nemeth, Glauser, Ludwig Jönsson et Kapla qui n'a encore pas été annoncé mais qui devrait l'être un jour ou l'autre, j'imagine. Donc on remplace Borgman, comme ça on enlève aussi qui a été pas mal sur la fin. Ouais, on n'en attendait plus rien et il a fait quelque chose. Voilà. Donc oui, tout à fait. Donc Borgman, Gunderson par Kapla, Nemeth, je pense que ça va très bien. Diaz, Sutter par Glauser, Jönsson, 2 internationaux plus jeunes, les deux que les deux qui s'en vont. Au final, je pense que ça va dans la bonne direction. Je pense que les pièces sont mises en place. Surtout, c'est des joueurs qui ont été engagés avec Roger Rönnberg dans un coin de la tête. Donc Gerd Seljenhausen a un entraîneur pour 3 ans et il signe des joueurs qui veulent bosser avec cet entraîneur-là et vice-versa. Donc je pense que là aussi, c'est plus simple pour l'année prochaine d'imaginer, et on ne parle pas encore des attaquants Biasca, etc. évidemment. Borgström. Oui. C'est juste. Borgström, le finlandais au nom de suédois. Ouais. Après Gunderson, l'américain au nom de suédois. Et Borgman, le suédois au nom de mi-finlandais, on s'en sort plus, mais c'est Borgström le. Exactement. Voilà. Le finlandais, on va pas s'en sortir. Mais derrière, il y aura clairement un chantier à mettre en place. Mais voilà, avec un nouveau coach, ils vont recommencer pas de zéro, justement. Ils vont recommencer. La base a déjà été posée par les Rönnberger et ça va être encore plus simple pour Roger Rönnberg. C'est moi ce que je vois finalement de cette fin de saison fribourgeoise. Ouais, on a discuté avec Hubert Weber, avec notre confrère François Rossier qui posait les questions et il disait mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné finalement, qu'est-ce que vous referiez de différent? Il y a la question de la profondeur de banc. Lui il parlait de largeur pour reprendre ses termes et c'est Kaderbreite en allemand. Exactement. Donc la largeur du cadre. Absolument. Avec Hubert Weber, il fait un super effort de ne pas parler sa langue et c'est vrai que des fois t'as des faux amis, on va dire. Ouais. Non mais on le comprend totalement. Absolument. Nous on parle plus de profondeur, mais c'est pour ça qu'il dit le terme largeur, je pense. Et c'est intéressant de voir que Biasca, avec les jeunes qu'il y a, je pense que Fribourg, l'avenir, je l'ai écrit dans un papier qu'on a publié dimanche, c'était un avenir plutôt radieux si tout se passe évidemment bien. Il faudra peut-être pas monter trop haut du côté de Fribourg puis dire maintenant qu'il y a Roger Rönnberg, maintenant qu'il y a Glauser, Jönsson et tout, c'est bon le titre. Enfin, il faudra juste se dire. Bon, ça c'est toi qui dis. Je te rappelle, après 3 matchs de play-off, tu parlais du titre de Fribourg. Ouais. Non, la finale. Ah, la finale. Ouais. Moi-même, ça n'a pas marché. Donc ce sera à moi de te calmer la saison prochaine, si j'ai bien compris. C'est bien possible, mais ils doivent. Ce qu'ils doivent faire, il disait, c'était donc la profondeur de banc, tout en respectant le budget, mais que le budget était plutôt assez bien parti dans la mesure où les matchs s'étaient bien déroulés à guichet fermé. Ils ont pu même remettre des places au fur et à mesure de la saison. Il y en aura peut-être encore un petit peu plus pour arriver vers les 9400. Terrasse supplémentaire l'année prochaine qui va être mise en face de la tribune de presse où il y en a une qui a été ajoutée cette année. Et la question était aussi des 7e et il disait pourquoi pas 8e étrangers. Ça, effectivement, Fribourg a quand même pu, malgré les blessures de Delarose et de Wallmark, profiter de Ljungberg et Borgman finalement et de pouvoir jouer avec toujours 6 étrangers et non pas avec 2 comme Viège dans sa série contre Ajoie. Mais
ça coûte aussi, et c'est finalement, tu dois être clair avec tes joueurs. Ce que je comprenais très bien avec Gunderson, de pouvoir lui dire, tu es 7e, mais peut-être que lui, il est déjà en train de se plaindre, qu'il y a eu un match où il était surnuméraire, s'il se dit, non, mais moi je suis prêt à jouer, peu importe, il a peut-être pas envie d'être mis devant ce fait où on lui dit, écoute, va te reposer un petit moment en tribune, comme ça tu seras plus frais pour le prochain match. Bien sûr que ça aurait pu être un atout en tant que 7e défenseur. Si par exemple un Kapla, j'imagine qu'il pourrait plus être le type de défenseur que pourrait être comme Gunderson, mais 7 ou 8 étrangers d'impact, ça coûte. On a vu qu'effectivement Lausanne, avec Perlini qui finalement ne joue pas, mais qui si jamais il rentre peut être quand même un attaquant qui est pas un attaquant comme Ljunggren qui a joué en Swiss League, et évidemment Kaoun, mais qui remplaçait un Koukanen qui était blessé out pour la saison. Donc, en théorie, Perlini remplaçait Koukanen dans le déroulé, et Kaoun, ça a été la cerise sur le gâteau, on va dire ça comme ça, mais dans les faits, c'est vrai que c'est plutôt Kaoun qui remplace Koukanen. Et ces étrangers d'un solide niveau qui débarquent et qui sont capables de faire le nombre, rappelle-toi, j'ai cet exemple en tête parce que justement ça concerne Fribourg et j'en avais parlé. Lindenwey, qui ne joue pas la finale avec Zurich quand il fait le titre avec Zurich, mais le match 7 à Lugano quand il faut aller gagner là-bas, c'est lui qui se retrouve sur la glace. Je ne sais plus les circonstances, mais d'avoir des joueurs qui sont capables de faire la différence et qui sont d'un bon niveau, oui, peut-être durant la saison, il y en a un ou deux qui doivent de temps en temps un peu grogner, et encore, si tu es clair avec tout le monde, moi j'estime que tu dois pouvoir faire tourner ton contingent, et avec 7 c'est possible. Gerstenhuizen n'a même pas ça, il nous en avait parlé d'ailleurs. Je sais pas s'il en avait parlé lui ou moi, c'était dans une interview, mais qu'en gros lui dit partir avec quelqu'un avec un 7e sans le définir, il aime pas trop ça. Dans la gestion d'un vestiaire, il a un peu de la peine. Donc je comprends ça aussi, mais en même temps, si tu veux aller au bout, il faut assez rapidement prendre un 7e. Et est-ce que le marché est pas bien meilleur en été, et est-ce que c'est pas plus simple d'en engager un là à ce moment-là? Je sais pas, je me pose la question, et je pense que Fribourg va devoir se la poser aussi en analysant cette saison et en voyant que justement en cours de play-off tu perds 2 étrangers. Alors ça va pas arriver chaque année que 2 de tes étrangers réguliers, on va dire, pète en cours de route, mais ça peut arriver, et quand ça arrive, si t'as pas de route secours, t'es mal. Je pense qu'à Fribourg, les 2 chantiers, on va dire prioritaires, ça va être d'essayer de pouvoir améliorer l'attaque, parce que je pense que la défense, honnêtement, avec Streule qui est blessé, qui est un super jeune en devenir, tu disais Glauser, Nemeth, on va dire, Kapla, Johnson, je vais Ce sera Nemeth Johnson, je pense que tu peux être assez serein avec ça. Nemeth Johnson, on va dire Glauser, Kapla, pour faire simple. Radgeb et Streule. Radgeb, je l'ai trouvé, alors s'il y a un joueur qui m'a impressionné par son... déjà, on savait que c'était un joueur extrêmement fort offensivement, que des fois il pouvait avoir par le passé, quand il était plus jeune, quelques lacunes défensives qu'il a améliorées, mais là, ce qui m'a le plus frappé, en plus de ses qualités défensives et offensives, c'est l'état d'esprit de se coucher sur les pucks à 4-1. C'était celui, j'avais l'impression en voyant ce Fribourg-là, qui était le dernier à vouloir quitter la glace et ne pas abandonner. Je dis pas que les autres ont abandonné, mais s'il fallait parler de pourcentage, certains étaient à 100%, peut-être il y en a un ou deux à 101%, et lui il était encore un peu plus loin. Que quand tu disais des fois que Chris Di Domenico déteste la défaite, j'avais un peu ce sentiment, je déteste la défaite, je ne veux pas quitter. Un Radgeb comme ça, peut-être ça peut être une figure dans le vestiaire pour la suite. Est-ce qu'il a pris ce rôle de leader qu'il peut avoir pour l'année prochaine? Il a encore 4 ans de contrat, donc c'est clairement une pièce maîtresse de Fribourg. Et on se retrouve avec, on disait Streule, Radgeb encore, et Ludwig Johnson, on l'a compté. Et on a encore Yecker qui va finalement, c'est un super bon défenseur de National League, et tu vas presque peut-être le retrouver en 7e défenseur. Et Simon Seiler, donc c'est vrai que ta défense, elle commence à être tout à fait correcte, et devant le seul apport, c'est Biasca, ouais, qui est
le seul, c'est pas pour lui, c'est super, mais c'est vrai que l'attaque va pas énormément changer. Les jeunes, il faut voir. Exactement. Et t'as Dort qui va faire un pas vers l'avant en théorie. Nicolet, on l'attendait pas à ce niveau-là, il a vraiment surpris. Donc oui, il y a des choses se mettent en place, mais Fribourg était quand même un peu arrivé en fin de cycle et on voit que cette fin de cycle, avec le départ de Diaz, de Gunderson, même finalement de Souter dans une moindre mesure, parce qu'il aurait pu rester une année ou deux de plus sans qu'on considère comme une fin de cycle qui soit toujours là. Mais l'arrivée de Jönsson, le Streley qui va aussi faire un pas vers l'avant. Donc oui, Fribourg est en train quand même de changer, on va dire, ses cadres. L'année prochaine, c'est la dernière année de Julien Sprunger. Je pense que là, c'est pas un secret de... Et de Berra peut-être. Alors et de Berra, et ça, c'est ce que je voulais terminer là-dessus. Ouais. Ça va être le dernier gros chantier. Enfin, le prochain gros chantier, c'est qui le gardien de l'avenir à Fribourg-Gotteron. Vu ce qu'il a montré cette saison, il n'y a pas de souci de partir avec Berra l'année prochaine. Ensuite, c'est là où tu commences à te dire, est-ce qu'il faut partir avec deux défenseurs étrangers, ou si tu as Glauser et Radgeb et Streley qui franchit un pas vers l'avant, et Jönsson qui est censé être un futur international. Ça fait 4 Suisses. Ça fait 4 bons Suisses, donc est-ce que tu peux avoir qu'un seul défenseur étranger? Et donc là, tu peux te dire, bon, au pire, on a du mou ici. Est-ce que c'est le retour de... Tout le monde va parler de Ludwig Weber, parce que Hubert Weber, déjà, il partage le même nom, mais il aime bien faire revenir les Fribourgeois. Mais est-ce que tu penses, si tu vises le titre, est-ce que c'est avec Ludo Weber que tu peux aller au titre? Bon, c'est quand même un gardien, avec l'équipe de Suisse à l'heure actuelle, c'est un des 3. Bien donc, sûr. C'est une question qu'ils doivent se poser. Et il n'y a pas beaucoup de gardiens qui seront forcément disponibles. Alors après, il y a encore Connor Hughes. Est-ce que tu fais... Mais je me dis, finalement... Ludovic Weber, ça peut être tout à fait intéressant. Mais après, c'est lui qui décide aussi. Est-ce qu'il a envie de revenir? Est-ce que tu dois lui offrir, comme successeur de Berra, est-ce que tu dois lui offrir 4-5 ans de contrat en disant c'est toi notre gardien d'avenir? Ou est-ce que tu vas partir sur un contrat, peu importe à qui, hein, mais en disant 2 ans? Pour un peu, montre-nous, prouve-nous. On ne te donne pas une année, ça ne sert à rien, mais... 2 ans comme ça, t'as un tout petit peu de sécurité, et si à ce moment-là t'es vraiment bon, bah on sait que tu vas... Si tu le signes 2 ans et que la première année est fantastique, tu sais déjà que tu vas prolonger après une année. Chacun, le gardien a sa garantie, toi un gardien suisse de valeur va de toute façon trouver un job en National League. Il n'y a aucun problème. Et on n'oublie pas Loïc Gallet non plus, 22 ans. Absolument. Qui peut aussi, justement, si tu pars avec un duo Weber-Gallet, est-ce que c'est l'occasion de dire, ben voilà, on part avec deux gardiens suisses pour justement maximiser les étrangers sur la glace, et même avec même un seul défenseur et 5 attaquants, ouais. Vu que ton attaque peut-être va un petit peu manquer de profondeur à certains endroits, ça peut être une piste. Donc pas mal de chantiers, mais du coup on va mettre un terme à la partie Fribourg-Gotteron. Et si on se projetait sur cette finale, ce remake de la finale de l'année passée avec les Lions, duel de Lions, ils l'ont assez thématisé dans leur... je crois les CLSC l'ont mis aussi sur leur réseau. L'année passée, Zurich avait l'avantage de la glace et on avait vu à quel point c'était important puisqu'il y avait eu 1-0, 1-1, 2-1, etc. jusqu'au match 7, cette finalissima qui s'était terminée par une victoire de Zurich 2-0 et chacun avait gagné ses matchs à domicile. Là, Fribourg a montré qu'on pouvait battre Lausanne à domicile. Zurich, grosse machine, avec, on va dire, c'est pas le secondary scoring qui peut sauver, c'est bêtement, y a Andrigetto, il y a Valgin, il y a Derek Grant, il y a Dean Koukan, etc. quoi. C'est une grosse machine, t'as raison. La fin de série contre Davos était vraiment, vraiment impressionnante. Mais au lieu de dire à quel point ils sont forts, on va essayer de voir s'ils ont des points faibles, ces Zurichois. Et moi, j'en vois quand même un qui est intéressant. Ok, parce que honnêtement... C'est la défense. Ouais. Et on en a déjà parlé, il manque un peu de profondeur en défense. Il y a 6 défenseurs établis, et il y a Ustinkov en numéro 7, mais dans tes 6, t'as Yannick Blazer, qui est pas non plus... Après, défenseur défensif, il joue avec Lettonen. Avec Lettonen, t'as pas besoin d'être trop offensif parce que c'est bon et ça, il s'en charge bien assez. Marty Weber, Koukan Gehring, c'est hyper solide, on est bien d'accord. Tu peux mettre Kinnunen aussi. C'est là où je voulais en venir, c'est que il y a ce deuxième rideau, on va dire, avec Kinnunen, qui peut venir épauler derrière s'ils se rendent compte qu'il faut jouer peut-être un peu moins offensif. Parce que quand tu te retrouves avec un Chris Baltisberger en 4e ligne, tu peux te dire Grant, mais Grant je le sors pas en non, enfin, bah non. ouais, bah oui, mais après Freuden. Non.
Voilà, l'Amico. Non. Voilà, Lettonen. Balcers qui joue avec Malguin Andrighetto, qui était excellent. Balcers, tu peux mettre horaire, tu peux mettre... Je suis d'accord. Mais là, tu as pointé, c'est pour ça que je vois quasiment pas de point faible, dans le sens où cette quatrième ligne de Bechler, Sigrist, Baltisberger, tu fais pas mieux en Suisse. C'est international, on va le dire avec les parenthèses. Il n'a pas fait de championnat du monde, mais il a déjà été appelé par Patrick Fischer. Justin Sigrist, qui commence à être un joueur typiquement d'importance à Zurich, qui est là depuis longtemps, qui connaît, qui sait, qui a de l'expérience, qui a pas besoin d'avoir 35 ans, mais qui a de l'expérience. Et Baltisberger, qui peut jouer en quatrième ligne et tout d'un coup monter sur le powerplay et gêner le gardien. Et en première ligne, à la place de Balcers. On se rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, et même l'année passée, il a eu joué de la première ligne avec Malguin Andrighetto, et c'était Baltisberger sur une aile, pas en finale, mais c'était quand même le cas. Et c'est vrai que si on regarde cette armada zurichoise, le duo Andrighetto-Malguin est à un niveau affolant. 11 matchs, 19 points pour Andrighetto, 11 matchs, 14 points pour Malguin, c'est 12 buts en 11 matchs à eux deux. Donc en gros, tu rentres sur la glace, tu mènes 1-0. Tu sais. En fait, c'est le pari à handicap de la Loro, mais là, c'est Zurich plus 1 au début du match. Après, tu me diras, les autres, ils ont aussi le droit de marquer des buts, mais eux, depuis le début des playoffs, c'est ça. Et après, le problème, c'est que tu rajoutes l'Amico, 5 buts, Balcers, dont tu parlais, 4 buts. Et après, il y a des joueurs chiants, Ridi, 4 buts. C'est aussi un joueur d'impact. Maintenant, la grosse différence que je vois avec la série de l'année passée, je pense que Lausanne a changé un petit peu de visage, on l'a suffisamment dit durant ces playoffs, en voulant avoir un visage plus offensif, moins rugueux, plus porté sur une vitesse en transition, ce que Fribourg a parfaitement bloqué, on l'a assez dit, mais d'avoir un visage différent de la saison dernière. Parce que la saison dernière, peut-être qu'ils se sont aussi rendus compte que la dernière étape, tu me diras, ça s'est joué à un match. Ouais. Est-ce que vraiment tu dois tout revoir ? Non. Mais d'aller mettre les dernières pièces, même si moi, j'arrive pas à être convaincu par ça, mais en même temps, je pars du principe que le directeur sportif est plus malin qu'un journaliste dans la construction d'une équipe. Quand il va chercher un Kaoun, est-ce que lui se dit, John Foust, c'est justement cette pièce-là qui va nous permettre de faire la différence face à Zurich en ayant l'avantage de la glace en finale ? Alors à ce moment-là, on n'est pas encore certain, mais pas bien loin. Et on va devoir plus faire le jeu contre Zurich, peut-être qu'on l'avait fait l'année passée. Et donc, il nous faut des joueurs qui sont plus portés vers l'avant, qui vont plus vite et qui ont une meilleure capacité à jouer en transition. Et donc, à voir si ce léger changement, parce que c'est pas drastique, le Lausanne HC de cette année a quand même pas mal de caractéristiques de la saison dernière, mais il est légèrement différent. Et est-ce que ça va ça va gêner Zurich, ou est-ce que finalement Zurich c'est une sorte de tank qui avance avec les chenilles, elle tourne, et puis peu importe ce qu'il y a devant, il va avancer. Ça, j'arrive pas à me rendre compte, parce que je dois dire, j'ai pas mal vu Zurich durant ces playoffs, mais pas autant intensivement que j'ai pu voir Lausanne ou Fribourg. Ouais. La question aussi que je me suis posée après la qualification, c'est est-ce que Lausanne, en ayant joué contre Langnau, qui a joué avec ses armes et qui l'a très bien fait, on est dans une série où Lausanne a pu gagner ses matchs à domicile jusqu'au match 7. Fribourg, qui a lutté avec ses armes aussi et qui ne pouvait pas tellement être offensif et a compris comment, peut-être aussi inspiré de la façon dont Langnau a joué et a fait déjouer Lausanne. Kevin Pache nous disait, c'est pas facile des fois de jouer dans des matchs où tu as peu de tirs. Et on sait que les gardiens aiment bien des fois avoir des tirs un peu simples pour pouvoir simplement se mettre en route et être chaud. Et que là, des fois, c'était le premier tir il partait très bien. Et c'était un but ou en tout cas un tir très dangereux. Et que le gardien n'avait pas le temps d'être dans le rythme. Alors, je me demande si Zurich, avec un comportement et une façon de jouer différente, où tu t'adaptes, mais Zurich peut s'adapter aussi, mais ils sont tellement bons, simplement que, ok, ils n'ont pas fini premier de la saison régulière, mais pour moi, ils sont quand même, en tant que champion en titre, ils sont quand même favoris de cette finale, simplement parce que ils ont fini deuxième. Ils ont dû aller gagner la Champions League, donc ils ont peut-être dit à la fin de la saison régulière, ouais ok, on n'aura pas l'avantage de la glace cette fois, mais si c'est que ça, on a quand même assez de qualité pour affronter n'importe qui à ce moment-là, et ça va être
c'est que quelqu'un disait aussi, après la qualification lausannoise, ça va être 4 mini-exploits que Lausanne doit effectuer finalement quand même. Et je pense que c'est pas être... craintif de la part de Lausanne de laisser l'avantage à Zurich, de laisser la pression sur Zurich en disant et Zurich, la pression, ils savent la supporter sans aucun problème. Tandis que de se dire Lausanne, non, vous êtes favori, je pense qu'il n'y a même pas besoin de déplacer la pression sur Zurich. Je pense que c'est quand même à Zurich d'aller confirmer son titre. On sait que c'est difficile. Absolument. Lausanne aura quand même faim de se dire on n'est pas loin, on a réussi notre saison, on va essayer de faire ce qu'on n'a pas réussi à faire l'année passée, avec potentiellement l'avantage de la glace. Si on gagne tous nos matchs à la maison, on a l'opportunité d'être champion. À la rigueur, ils peuvent tout mettre à domicile et dire les matchs à l'extérieur, si ça tourne pour nous, tant mieux, mais c'est pas là. Après, il y a un risque, effectivement, que ce soit très difficile de tout miser sur tes matchs à domicile, je suis bien conscient, mais je me dis quand même que Lausanne est pas favori de cette finale. Je sais pas ce que t'en penses. Alors moi, ce que j'en pense, je sais pas. Je pense que je vais mettre une victoire. Je sais pas encore. J'ai pas encore réfléchi à ça. Par contre, ce qu'on pense, les bookmakers est beaucoup plus pertinent des fois que nous, ou en tout cas pas moins. Qui est favori selon toi? Parce que on peut calculer, on peut parier sur le site de l'Euro, même si on fait pas de section paris sportif, on peut vite en parler. On peut parier sur qui sera champion. Pour mémoire, à 3-1 pour Fribourg. Je mets de l'argent sur Lausanne. À ce moment-là, c'était à 12 contre 1. Je me suis dit, 12 contre 1, c'est quand même un tout petit peu haut. Et je me suis dit, si Lausanne va en finale, on va faire une petite couverture sur Zurich. Et puis comme ça assure un gain. Alors moi, j'aimerais bien savoir quelle est la cote de Lausanne sur ce match-là. Je dirais quand même... Sur le match 1, tu dis? Ouais, sur le match 1, je me dis... Ils doivent quand même logiquement être favoris parce qu'ils sont à domicile. Mais est-ce que la cote, ce serait à 2-10 ou 2-10, puis Zurich 2-20, quelque chose comme ça. Un léger avantage pour Lausanne. Et Lausanne est à 2-15, ouais. Ok. Mais pour le titre, c'est Zurich qui est favori à 1,75. Et moi, je m'y attendais pas, honnêtement. Ouais. Et Lausanne est à 1,95. Voilà. Je m'y attendais pas de voir Zurich favori. Donc, eux, les bookmakers, pensent que Zurich est favori sur cette course au titre. Moi, il y a un aspect que j'aime bien dans cette finale. C'est l'aspect, on est allé voir la finale, on a perdu. Et on sait ce qu'il faut pour venir gagner l'année suivante. Et je prends un passé pas si lointain que ça. Les Genevois s'en souviennent. Alors oui, il y a une année entre deux, mais tu vas en finale contre Zug. Défaite. Il y a quand même l'organisation qui apprend à ce moment-là. Et après, la fois d'après en finale, tu gagnes. Zug, avant de faire son doublé, va en finale une première fois, perd contre Berne, une équipe qui est habituée à aller au bout, on va dire, et qui sait, on va dire, génétiquement presque, ce que c'est que de gagner un titre. Zug ne le savait pas, ou plus, depuis le temps. Les joueurs zougois qui étaient sur la glace, ils n'étaient pas tous nés la dernière fois que Zug avait gagné avant le doublé. Et peut-être qu'ils s'en foutaient de Zug à l'époque, d'ailleurs, ceux qui étaient nés. Et voilà, tu vas une année en finale, passe le Covid, mais la saison suivante, retour en finale, bim, on gagne. La deuxième année, bim, on gagne contre Genève. Et cet aspect... L'année passée, Lausanne est venue prendre une leçon en finale. Pas une leçon au sens ils se sont fait battre lourdement. Non, ils ont appris quelque chose durant cette finale, collectivement. Et je pense que le soir du match 7, ils l'ont tous dans un coin de la tête. Ils se rappellent tous de comment ça s'est passé ce soir-là. Et j'ai envie d'imaginer, en tant que suiveur du hockey roman aussi, de me dire, ce Lausanne-là a appris quelque chose il y a 12 mois et va s'en servir aujourd'hui. Les rôles sont inversés, vu que Lausanne commence à la maison. Lausanne peut mettre la pression sur Zurich dès mardi soir. Bien sûr, Lausanne a joué un match de plus en demi-finale. A joué 2 matchs de plus en quart de finale. A eu plus de peine à arriver en finale. On va pas se mentir. Lausanne a joué des prolongations, etc. Oui. A été touché physiquement parce que si tu rajoutes Raffel, si tu rajoutes Boson, c'est pas la même équipe. Même si Payunami il fait des super playoffs et je pense qu'il est vraiment sous-coté. Ouais. Le raffle de l'année. On va changer. Si tu mets le raffle de l'année passée dans cette équipe-là, c'est pas la même chose. Exact. Le raffle de cette année, je me pose la question. Pareil. Mais si Elner peut revenir, Boson, de ce que j'entends, mais c'est tellement dur d'avoir des infos. Boson, début de série, pas sûr qu'il soit là. Raffle, pas sûr qu'il soit là non plus. Elner, j'ai pas d'infos. Mais l'équipe qui était sur la glace au match 7 contre Fribourg est capable de battre Zurich une fois. Après, sur une longueur d'une série, on verra, il faudra le gagner 4 fois, mais j'ai envie de croire à cette
justement à cette leçon apprise de l'année passée. Ou alors totalement, le gros point faible que je pourrais voir dans cette équipe-là, et je lève pas un lièvre, hein, je pense que la plupart des suiveurs et des supporters lausannois se disent probablement la même chose. Cette quatrième ligne avec les frères Bougro et Ruexaguer, c'est pas forcément ce que tu attends d'un candidat au titre. Je pense. Hein. L'année passée, elle était critiquée aussi, cette quatrième ligne lausannoise, mais il y avait Almond, Kennins, Holdener. Almond avait pour lui une immense expérience quand même, c'est de ce côté, même s'il prenait des pénalités des fois un petit peu bêtes, il y avait quand même la question des engagements, il y avait quand même la question de l'expérience. Kennins, grosse expérience aussi, puis quand même, le jeu physique, il était capable de rivaliser. Holdener avait surpris aussi en étant extrêmement habile. Elle était assez bien construite, cette quatrième ligne, finalement. Cette fois-là, et malgré une belle débauche d'énergie, surtout de la part des frères Bougro, parce que Benjamin, il est là depuis le début, donc il n'y a pas de problème. Et Jordan connaît aussi l'organisation. Ruexaguer, c'est un petit peu plus licence B qui arrive un peu à la fin et qui joue faute des autres joueurs. Il y aurait qui? Il y aurait peut-être si Boson est là, ça te permet d'enlever je sais pas, ce serait probablement pas Jason Fuchs, mais il faudrait bien trouver quelqu'un. Il y aurait un bon nom qui serait mis forcément en quatrième ligne. Il y aurait déjà Prassel qui irait en quatrième ligne. Oui. Prassel, Ugly, Bougro ou Holdener à ce moment-là, ou peut-être Hammerer. Tu commences à avoir des joueurs qui... Mais Hammerer, on avait plus ou moins dit qu'on le reverrait probablement Exactement. pas. Holdener, je sais pas. Ugly, je pense qu'on le reverra pas. Donc c'est vrai que... Parce que tu disais c'est lui qui était en béquille. Béquille, Bott, donc je pense qu'on va pas vraiment compter sur lui. Donc on verra les personnes, enfin les contingents disponibles. On en saura un petit peu plus déjà mardi soir. Et quelqu'un me faisait remarquer un truc assez intéressant. Si l'un des joueurs absents était 50-50, game time decision, on va dire, et le fameux, mais si c'était un match 7, il aurait joué. Là, c'était un match 7 et ils n'ont pas joué. C'est ça. Donc ça veut quand même dire qu'ils n'y étaient pas. Maintenant, il y a du temps qui a passé depuis le match 7 jusqu'à mardi. Peut-être qu'il leur manquait juste ça pour passer l'épaule et être sur la glace. Mais en tout cas, si c'était un match 7, ils auraient été sur la glace, mais ils n'étaient pas présents. Petit détail, petit truc marrant, si les frères Bougro venaient aller au bout, ils rejoindraient des grands noms de frangins qui remportent des titres nationaux ensemble dans la même équipe. Les Vauclair. On pense évidemment aux frères Vauclair. Von Arx. On pense aux Von Arx. On pense aux Baltisberger. Ouais. Là, ça ne serait plus le cas cette année, mais voilà. On pense aux Berger, Pascal et Alain. On pense pas, mais ils en font aussi partie. Les frères Muller, Laurent et Philippe Muller. Juste. Et les frères Leuenberger en 97. C'était Sven. Et Lars. Ouais. Qui gagnent le titre ensemble à Berne en 97. J'en ai peut-être oublié au passage. J'ai gratté un peu ma mémoire pour trouver quelque chose pour voir s'il y en avait déjà. Déjà, je me suis dit, il y a déjà des frères qui ont gagné le titre. Je dis, bien sûr qu'il y a déjà des frères, les frangins, ça vient tout de suite. Les Vauclair, les Von Arx. Les Visères. Les Visères, oui, les Visères, exact. Je l'ai écrit juste après, t'as raison. C'est le message d'après que j'envoie à mon collègue Stéphane à Zurich en disant, et il n'y en a pas d'autres. Et les frères Baltisberger et voilà, donc les frères Bougro pourraient rejoindre cette lignée, mais on n'en est pas encore là. Commençons par le match 1. Mais je trouvais que c'était un joli petit souvenir de parler de ça. Nous voilà au terme de cet épisode 39. Le 40e, on aura vécu un match de la série entre Lausanne et Zurich. Le match à Lausanne mardi soir. On sera les deux présents. Colfax complet, Colfax complète. Qu'est-ce que on se réjouit du fait final en votre compagnie, de décrypter, débriefer chaque match, chaque shift, chaque duel au centre de la première ligne contre la deuxième ligne qui va s'affronter. On n'est pas dans le trop spécifique aujourd'hui parce qu'on avait assez à dire entre le bilan de Gauthieron, le bilan de la demi-finale, se projeter gentiment, mais voilà, on va monter en puissance sur les prochains matchs, sur l'aspect un peu plus spécifique. D'ici là, on se réjouit de partager ces moments avec vous, on se réjouit de vous écouter si vous avez des remarques ou des critiques, des conseils, des questions. Je remercie la personne qui voulait rester anonyme mais qui m'a envoyé un long message audio qui me parlait de Fribourg-Gauthieron et de son ressenti sur l'équipe de Gauthieron, et je trouvais ça très pertinent et très intéressant, donc merci à toi. Et à mercredi pour débriefer l'acte 1. À bientôt.